C'est le 12 mégaoctets. Ceci va être la rediffusion d'un live Twitch que j'ai fait là en début de semaine, où je parlais un petit peu de sponsorisation et d'argent entre youtubeurs. C'est un sujet qui me tenait un petit peu à cœur, j'avais l'idée d'en parler. Donc voilà, ça va être une rediff complètement sans montage, donc ça va être un peu long. Mettez la vidéo de côté, écoutez juste ça tranquillement dans votre coin, il n'y a pas de stress, prenez votre temps. Et sur ce, moi je vous laisse, bonne rediff. Et salut Twitch, j'envoie le petit message. Voilà, le retour du chat est activé aujourd'hui. On va baisser un peu le son, je crois, du retour de la musique là. C'est un poil fort. Alors aujourd'hui, on va absolument pas jouer du tout. On est en just chatting. Je voulais juste en fait débattre d'un petit sujet. Bon, ce sera pas un débat, hein, ce sera plus un exposé, puisque de toute façon, il y aura absolument personne sur le live. Mais c'est pas grave. Je dis bonjour aussi à YouTube parce qu'il y aura sûrement une rediff qui va être diffusée comme ça en uncut parce que j'ai envie de mettre du contenu sur ma chaîne et parce que j'en ai un peu ras le cul de me faire chier à faire des vidéos qui me prennent 15 heures de montage et qui font 10 minutes. Donc cette fois-ci, on va partir sur un format un peu plus tranquille où je vais parler et puis on verra le temps que ça va on verra le temps que ça va durer. Généralement, de toute façon, les gens ils préfèrent en fait maintenant. C'est un peu comme ça que le média a évolué. Ils regardent des vidéos qui durent, on va dire, un certain nombre de temps, et puis ils foutent ça en fait de côté. La personne parle, et puis ils s'en foutent un petit peu, ils regardent vite fait, mais c'est plus en trame de fond plutôt que vraiment regarder activement. Et je pense que c'est pour ça aussi que mes vidéos ne marchent pas forcément toujours très très bien, parce que concrètement, c'est des vidéos où je parle d'un sujet bien précis et où il faut être assez concentré, surtout quand je parle d'informatique. Donc là, on va essayer ce format-là. Puis surtout que j'avais envie de discuter de ce sujet-là, et puis ça me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vais peut-être tenter, on va voir. Donc aujourd'hui on va parler de thunes, on va parler de fric, et on va parler donc de YouTube, et puis bah évidemment un peu de comment la société elle voit le truc quoi. L'idée, s'il y a des gens qui passent, c'est qu'ils interviennent, bien évidemment. Moi je crois qu'il n'y a personne, donc du coup ça va être vite vu. Mais si quelqu'un passe, j'essaierai d'alpaguer pour aussi les faire interagir, c'est l'idée. Mais sinon, je vais juste déblatérer mon truc, et puis voilà quoi. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez un peu régulièrement tout ce qui est donc YouTube, Twitch, YouTube et Twitch globalement, surtout, mais tout ce qui est création de contenu vidéo, que les plus gros créateurs, généralement, ils font ce qu'on appelle des opérations sponsorisées. Donc, alors dans le gaming Twitch, ça va être faire un jeu pour lequel on est payé pour faire la pub en gros, pendant un live, et après sur YouTube, c'est faire une petite pub au début. Donc concrètement, t'es une affiche publicitaire, hein, t'es un putain de panneau et la marque elle te colle son produit sur la gueule. C'est exactement ça. Je suis pas là pour critiquer ce genre de pratique, hein, pas du tout. Je considère qu'aujourd'hui, de toute façon, le divertissement sur Internet, que tu sois sur Twitch en direct ou sur YouTube avec des vidéos préécrites, montées, etc., dans tous les cas, c'est du boulot. Ça occupe du temps, tu divertis des gens, et pendant que tu fais cette activité-là, tu peux pas faire autre chose de toute manière. Donc, c'est paraît logique que tu puisses gagner de l'argent derrière. Fut un temps, YouTube était un peu plus généreux sur les revenus publicitaires. Twitch, je sais pas, hein, ça fait pas très longtemps que j'utilise la plateforme, mais je sais pas quel est le revenu. Alors je sais que quand on est juste affilié, c'est 50-50 sur tout ce qui est donation et tiers et abonnement. Et après, quand tu peux passer partenaire, mais là c'est quand tu commences à peser un peu dans le game, c'est du 70-30 qui sont négociés au moment de ton partenariat. Mais concrètement, voilà. Mais c'est directement de l'argent que après les abonnés te donnent. Sur YouTube, et aussi un peu sur Twitch, on peut faire des OP sponsors où donc du coup on parle d'un produit, etc. Et on touche direct un cachet en fait, hein, en fonction de ton nombre d'abonnés. C'est ta communauté, hein. Tu monnaies ton pouvoir d'influence, hein, puisque tu es influenceur. Il y a plein de types d'influenceurs, hein, mais de toute façon, tu commences youtubeur au début, ou streamer, et quand tu commences à avoir une grosse communauté, tu es influenceur. Donc il y a des influenceurs sur Instagram, il y a des influenceurs sur Twitter, mais dans tous les cas, tu commences sur les plateformes YouTube et Twitch, tu commences en étant donc vidéaste, et plus tard, quand tu as une grosse communauté, tu deviens influenceur. Et tu peux monnayer cette influence en fonction de la taille qu'elle a, contre un cachet plus ou moins gros pour parler d'un produit.
Donc les plus connus, hein, bien évidemment, NordVPN, Ratio Legend, c'est les trucs qu'on voit absolument partout. Moi je critique pas le modèle, hein, ça me dérange pas que les youtubeurs fassent ça, faut qu'ils gagnent leur thune comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je me suis dit, il y a peut-être un moyen de modifier un peu le paysage. Il y a peut-être une astuce qui pourrait en fait faire un peu changer la donne, je pense. Du moins sur YouTube, peut-être sur Twitch à voir, mais déjà en premier temps sur YouTube. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, un YouTuber, même un streamer, hein, je veux dire, un vidéaste, un créateur de contenu sur Internet, c'est un entrepreneur. Faut le voir comme ça. Je sais que ça fait chier beaucoup de monde. Hein. Il y a plein de gens qui considèrent que le YouTube, ça doit rester qu'une passion. Alors oui, il y en a qui gagnent de l'argent dans la passion, etc. Ça ne me dérange pas. Mais faut pas en fait voir ça comme un but de gagner de l'argent pour certaines personnes. Alors que totalement, créer des vidéos, créer du contenu, c'est une activité qui prend beaucoup de temps. Dans tous les cas, t'as besoin au bout d'un moment en fait de pouvoir gagner ta vie. Parce que tu divertis des gens, il y a des gens qui attendent que tu crées du contenu, mais sauf que si tu prends du temps pour créer du contenu mais que tu gagnes pas ta vie derrière, bah, tu peux pas créer de contenu, tu peux pas acheter de matos, tu peux pas acheter de caméras, de micros, puis même pas assez du temps pour le faire. Donc, faut bien se mettre en tête qu'un créateur de contenu, c'est un entrepreneur. Donc ça, c'est obligatoire. Donc concrètement, à partir du moment où on comprend que tous les créateurs de contenu sur Internet, euh, faut, leur, faut associer l'idée que ils sont un business, qu'ils sont une marque, en gros, ils sont une entreprise, et leur produit, c'est les vidéos qu'ils créent. Et à partir du moment où on se met ça dans la tête, déjà, on a moins de mal à parler de thunes, en fait. Mais il y a plein de gens qui ont du mal à en parler parce que, déjà, je pense que c'est très français de ne pas vouloir parler de la réussite, etc. Je pense qu'on a une vision plus individualiste, etc. Je sais pas. En Amérique, j'ai l'impression qu'on est plus sur le succès qu'en France. Alors peut-être beaucoup trop là-bas et puis pas assez chez nous, je sais pas, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais concrètement, on a du mal à parler de thunes, quoi, généralement. Alors que bon, pour moi, t'as une entreprise, t'as un business, tu fais de la thune, c'est normal. Donc, en partant de ce postulat-là, moi je me dis, si des entreprises payent des influenceurs pour faire la promo de leurs produits, cas un jeu, un logiciel à télécharger, etc. Maintenant c'est accepté, que ça se fait bien, mais qu'on considère que à partir du moment où t'es youtubeur, t'es aussi en quelque sorte une entreprise, peu importe que tu l'aies déclaré ou pas, hein. Je veux dire, moi je gagne pas de thune avec, donc je vais pas déclarer que je suis entrepreneur, mais dans tous les cas, t'as la vision business du truc, voilà, bon, bref. Est-ce que on pourrait pas considérer qu'un youtubeur qui se lance, et qui est donc considéré comme un entrepreneur, hein, pourrait pas au même titre qu'une entreprise classique payer, hein, contre un cachet, un youtubeur plus influent pour qu'il fasse la pub du coup de sa chaîne. Alors, dans le cas où le gars veut vraiment en fait se lancer en tant que business. Personnellement, j'aimerais pouvoir en fait, moi, faire la promo de ma chaîne de manière plus large. Je cherche pas la fame, je cherche pas à me faire forcément des tonnes de thunes, hein, c'est pas pour ça. Mais j'aimerais vraiment pouvoir en fait en faire mon activité, peut-être pas forcément principale, mais au moins 50-50 avec mon boulot actuel. Mais pour ça, faut que je puisse gagner un peu d'argent avec. Je peux pas en fait ne pas gagner du tout d'argent et me lancer à fond dans la création de contenu. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Après, l'idée c'est de se dire, ouais, mais qu'est-ce que t'as de plus qu'un autre en fait? C'est ça l'idée. Et là, c'est genre, déjà, ils s'investissent, ils font leurs preuves, et après, on considère qu'ils peuvent gagner de l'argent avec, etc. Sauf que quand t'as déjà, en fait, un train de vie, etc., c'est compliqué, en fait, à un certain âge. Je veux dire, quand tu as, je sais pas, 15 ans, 16 ans, que t'arrives à marier ça avec ta vie d'étudiant, et que, en dehors de tes cours, tu commences comme ça, et que tu peux te permettre, en fait, pendant toute ta vie étudiante, tu as encore le soutien de tes parents, machin, etc., pour, en fait, lancer ta carrière, et d'ici là, peut-être réussir à percer avant d'arriver sur le marché du travail, bah, tu peux directement t'établir. Mais quand tu as déjà, en fait, bon, pour moi, presque 30 balais, donc je parle un peu pour n'importe quelle autre personne hein, qui a plus de 25 piges et qui a déjà travaillé, etc., c'est dur du jour au lendemain de te dire allez, j'arrête mon taf là et je me lance sur Internet. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà d'une, t'as la vision des gens qui te disent mais pourquoi tu fais ça? C'est pas un métier.
Donc, et ça, on l'entend partout, hein. Alors, après, on considère ça comme on veut, hein, mais voilà. Donc, du coup, tu as le jugement des gens, et puis même, tu quittes ton taf, tu te retrouves sans rien, quoi, en fait. Et le truc, c'est que il y a des gens qui quittent leur taf pour lancer une entreprise. Alors, on leur dit, ah oui, c'est bien, machin, etc. Tu peux aujourd'hui avoir des aides hein, quand tu lances ton entreprise, etc. Et tu fais ton business plan et tu investis de la thune dedans, tu vois. Au même titre, je me dis pourquoi est-ce que si on avait envie de créer un business autour d'une chaîne YouTube, les motivations après c'est autre chose, hein, on pourra en parler plus tard, mais et de se dire bah est-ce que ce serait pas déconnant au même titre que quand tu crées une entreprise et que tu es prêt à mettre de la thune dedans, parce que tu es obligé. Acheter du matériel, faire ta promo, etc. Tu es obligé en fait de mettre de la thune dans ton entreprise. Tu peux pas du jour au lendemain dire allez hop, je lance ma boîte et puis de zéro, je crée quelque chose. Tu as besoin en fait d'avoir une ressource entrante pour pouvoir en fait produire quelque chose. Et cette ressource, elle te coûte forcément à un moment donné de l'argent. Et du coup, pour une chaîne YouTube, pour moi, c'est pareil. Enfin, une chaîne YouTube, Twitch, etc. C'est pareil. Donc, à partir du moment où, dans un cas de création d'entreprise, on peut mettre de l'argent dès le départ, parce que c'est logique pour pouvoir lancer son business, je vois pas pourquoi ce serait un problème que quelqu'un qui veuille se lancer sur YouTube ou Twitch ou n'importe quelle autre plateforme de création de contenu ne puisse pas aussi investir de la thune dans la promo de sa chaîne. Pour moi, ça me paraît logique, ça me paraît normal. Il y a l'art et la manière de faire les choses, après, on est d'accord. Mais pour moi, ça me paraît obligé. Enfin, ça me paraît pas déconnant. Du coup, la question c'est est-ce qu'on peut le faire? Moi, j'ai jamais vu de youtubeur faire la promo comme ça, sous forme opération commerciale, telle que on le voit avec les autres produits. C'est-à-dire que il faut faire un contrat, etc. Et pour moi, ça s'est pas vu. Peut-être que ça s'est déjà fait, hein, j'en ai aucune idée. Mais des fois, on voit des youtubeurs qui disent ouais, je vous invite à aller voir la chaîne de mon poteau, machin, etc. Mais c'est de l'arrangement entre amis, si vous préférez. Et en termes vraiment d'opération sponsor, de dire ok les gars, aujourd'hui la vidéo, elle est sponsorisée par machin, il vient de créer sa chaîne YouTube, et c'est lui qui a payé pour en gros m'aider à financer mon truc, et en échange, bah allez checker sa chaîne, etc. Jamais vu. Je n'ai jamais vu ça sur YouTube. Hein. Alors peut-être que ça s'est déjà fait et que je suis pas tombé sur ce genre de vidéo, etc. J'ai pas spécialement fait beaucoup de recherches sur le sujet non plus. Hein. Là, c'est juste un débat, une idée que je lance. Je sais pas si s'il y a déjà peut-être même des clauses en fait sur YouTube hein, qui interdisent ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, j'ai aucune info là-dessus et j'ai rien vu là-dessus. Dans ma tête, pour moi, c'est pas un problème. Hein. Donc après, il casse les couilles le PC là à faire ce bruit. Après, donc, bon, faut en débattre. Il faut voir les pour et les contre. Parce que ça, forcément, il y en a. Hein, il y a forcément des trucs et tout ça. Je pense qu'il faut aborder le sujet de la manière, en fait, classique. Hein, thèse, antithèse, synthèse. Pour moi, les prolos, comme moi, on dit oui, non, merde. Pour moi, les pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça peut permettre à un youtubeur, celui qui ramasse de l'argent, hein, de gagner de la thune, bien évidemment, mais surtout de diversifier le paysage un peu des sponsors. En vrai, pour moi, en fait, ce genre d'opération, pour moi, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est pas gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant, gagnant, 3 fois. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre sur Internet, c'est que sur une vidéo, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, quand tu fais une opération sponsorisée, il y a 3 parties engagées dans le truc. T'en as 2 qui sont engagées de manière contractuelle. La marque qui te paye le youtubeur, un influenceur, pour faire la promotion de son produit. L'influenceur qui reçoit le cachet et qui en échange fait la promo du dit produit. Et en troisième, on a évidemment le public. Le public fait partie intégrante d'une opération sponsorisée. En gros, il n'est pas lié en fait de manière contractuelle à la sponsor, mais en gros, il est l'objet de la monétisation de la dite sponsorisation. Parce que plus tu as de public, plus tu peux faire payer cher en fait la marque, enfin plus la marque est prête à payer cher pour qu'on mette en avant son produit. Donc le public fait partie de l'opération. C'est le troisième parti. Et personnellement, je trouve que même si aujourd'hui c'est normal que les youtubeurs et Twitch, enfin streamers, etc. fassent des opérations sponsor,
c'est quand même invasif. Dans le sens où, pour la plupart du temps, on te fait la promo, alors d'un logiciel à installer, d'un jeu à télécharger, ou d'un service à acheter, en fait, on te fait des réductions sur un service, etc. C'est super invasif. Je veux dire, on te fait installer un truc dans pas mal de cas, donc des fois c'est un produit, une offre sur internet, etc., mais que tu dois quand même payer. Donc au final, oui, t'es pas obligé de souscrire à ce truc-là, t'es pas obligé de- d'accepter et de télécharger le truc ou de payer le produit. C'est voilà. Mais ça reste invasif dans le sens où tu te dis, ah, c'est mon youtubeur qui le fait, j'ai confiance, machin, etc. Grâce à lui, je peux avoir une réduction. Il y a un côté manipulation d'influence et c'est normal, c'est le principe et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas un problème. Mais faut en être conscient. Et moi, je trouve que c'est invasif au final. Sans critiquer plus, hein. C'est comme ça que je le définis. Alors que, dans le cas où on ferait une opération sponsor entre youtubeurs et qu'en gros on ferait la pub d'une chaîne Twitch, d'une chaîne YouTube, bon, sur YouTube on ferait la pub de chaîne YouTube, ce serait plus facile, je trouve. Et bah, c'est moins invasif pour moi dans le sens où, déjà d'une, on reste dans le même écosystème. T'es sur YouTube, t'as un youtubeur qui dit, ok, on m'a donné un petit billet pour faire la promotion de cette chaîne-là. Ça change quoi? C'est pas invasif pour moi dans le sens où tu restes sur le même écosystème, tu restes sur la plateforme YouTube, tu changes pas de plateforme. Comme pour n'importe quelle autre opération sponsor, tu es libre de regarder ou pas. Sauf que si tu fais le choix de regarder, t'as rien à installer, t'as rien à dépenser. Ça te coûte zéro. Tu vas juste regarder une autre vidéo. Si t'as envie, tu vas sur la chaîne du mec. Tu regardes parmi les vidéos s'il n'y en a pas une dont le titre te dit ok, ça pourrait m'intéresser. Tu regardes quelques minutes, ça t'intéresse pas. Au pire, t'as fait quoi? T'as testé, t'as pris 5 minutes pour le faire, même pas. Et si ça te plaît, donc voilà, donc au pire, t'as perdu 5 minutes à te dire bon ok, c'est pas trop ma cam. Ou alors t'as même pas été voir parce que tu te dis ok, ça m'intéresse pas, et puis voilà, pour voir. Au mieux, t'as découvert une nouvelle personnalité. Et donc du coup, ça te rajoute en fait du contenu dans ta bibliothèque de contenu en fait vidéoludique sur YouTube, Twitch, etc. pour te divertir en fait. Donc au final, c'est gagnant parce que tu perds rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, ce genre d'opération, ça serait gagnant-gagnant, gagnant. Parce que du coup, le public, il est forcément gagnant. Il est pas perdant en fait. Au mieux, il s'en bat les couilles, ça lui a rien coûté. Enfin, au pire, il s'en bat les couilles, ça lui a rien coûté. Ou au mieux, et ben, il découvre un nouveau créateur, et puis voilà quoi. Pour moi, c'est aussi une bonne chose pour le paysage de YouTube et Twitch en général. Pourquoi? On a tendance en fait à regarder des streamers qui sont déjà connus. Bon, parce qu'aujourd'hui, la part du gâteau, en fait, c'est compliqué en fait hein, de croquer. Parce qu'il y a déjà en fait plein de monde qui sont en train de streamer ou en train de faire des vidéos et que on peut pas tout avoir et que bah, c'est compliqué de se faire mettre en avant à partir du moment où tu as déjà des géants qui sont déjà présents sur la plateforme et qui font de l'ombre à tout le reste. Je reproche pas le succès des autres, hein, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Il y en a qui sont arrivés avant, ils ont eu le flair et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Mais du coup, quand tu viens de commencer, c'est quasiment impossible pour toi de réussir à te faire mettre en avant. C'est soit en fait, tu as un coup de cul et tu parles d'un sujet qui, comme par hasard, était bien à ce moment-là, et puis du coup, ça arrive à, sur un coup de chance, plaire à l'algorithme, t'es mis en avant, et puis bah, effet boule de neige, tu grossis, tu grossis, tu grossis. Ou alors tu fais exprès de justement cibler ce genre de sujet pour avoir la chance à un moment d'attirer les faveurs de l'algorithme, d'être mis en avant, et encore une fois, par effet boule de neige, grossir. Le truc, c'est que quand tu as envie de faire juste ce qui te plaît, ce que les gros youtubeurs et streamers font aujourd'hui, hein, aujourd'hui, ils ont leur propre style, on est d'accord, mais ils se cantonnent pas forcément à un type de contenu. Ils essaient plein de choses différentes. Ça marche pas toujours aussi bien, on est d'accord, hein, mais les plus gros youtubeurs et streamers, ils font juste ce qui leur plaît. Et ça arrive à subsister comme ça. Parce qu'ils ont déjà leur communauté, qui les suit pour leur personnalité, plus pour en fait la manière de prendre les choses que pour le fond en lui-même, tu vois. Et ça, quand tu viens de commencer, c'est quasiment impossible de percer avec ça. Pour la simple et bonne raison que bah, t'es pas forcément dans le sujet qui plaît à 100%, et du coup c'est la merde. Donc ça fait que si tu veux réussir à percer, faut soit tu sois dans le contenu qui marche, soit tu te forces à faire un truc qui te plaît pas forcément, juste pour pouvoir avoir la chance d'être mis en avant. Et le risque, c'est que du coup, les gens, ils finissent par te découvrir pour un type de contenu dont tu t'es forcé à faire,
et que le jour où tu es un peu plus populaire et que tu essayes de faire quelque chose qui te plaît, on te dise ah bah oui mais tu fais plus comme avant, tu vois. Donc c'est vraiment le problème qu'il y a derrière ça. Alors que au moins en payant une sponsor et en te faisant mettre en avant par quelqu'un de plus gros et qu'on te découvre, ok, un peu plus de manière forcée, hein, mais au moins pour ce que tu fais, les gens qui viendront et qui te découvriront, eh ben, ils te suivront pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Et donc du coup, si tu grossis comme ça, tu pourras rester dans ce qui te plaît parce que les gens qui t'auront suivi, ils te suivent pour ça. Et ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que ça permet d'avoir plus de diversité dans le paysage de YouTube et de Twitch. Parce qu'aujourd'hui, quand tu suis un gros streamer ou un gros YouTuber, et ben en fait, c'est les relations entre grands créateurs qui fait que tu en découvres généralement d'autres. Parce qu'ils font des featuring et tout ça. Et donc du coup, c'est toujours à peu près les mêmes, quoi. C'est ceux qui se côtoient entre eux qui font que bah, tu vas découvrir des nouvelles têtes. Mais comme ils se côtoient déjà entre eux, en fait, même s'ils ont leur propre personnalité et leur propre contenu, ils s'auto-influencent un peu entre eux. Et donc du coup, on a une certaine redondance, en fait, dans la manière de faire le contenu. Même si chacun est très différent, je veux dire, il y a toujours, en fait, une certaine similarité. Pas forcément à un gros pourcentage, mais qui est toujours un peu présente. Et donc du coup qui limite, entre guillemets, la diversité, pour moi, de la création de contenu. Alors que là, en fait, si on laisse des mecs purement inconnus se faire mettre en avant grâce à des opérations sponsor, et qui, eux, sont beaucoup moins influencés, en fait, par les plus grands, parce qu'ils ne les côtoient pas, et bah du coup, on laissera la chance à des gens dont le contenu est vraiment plus original de percer. Et donc, du coup, de faire découvrir des nouvelles choses et de faire évoluer aussi le média par la même occasion. Donc ça, pour moi, c'est les points positifs. Après, il y a forcément du négatif. Ça, c'est pour moi indéniable. De toute manière, il y a forcément du négatif dans tout. Hein. On ne peut pas avoir que les choses parfaites dans la vie. Et pour moi, il y a des points noirs aussi là-dessus. Le premier, c'est que faut faire gaffe à comment c'est présenté. Je pense que ça peut effectivement braquer des gens. On serait sur un style de sponsor qui est pas vraiment vu aujourd'hui. Donc potentiellement que ça peut effectivement braquer le public. Donc il faut vraiment, à mon avis, faire attention à la manière dont on présente les choses. Je pense qu'il faut aussi que la personne qui veut se faire mettre en avant et le youtubeur qui accepterait potentiellement l'opération sponsor discutent vraiment en amont, que le youtubeur plus populaire regarde vraiment le contenu de l'autre un peu en avant pour être sûr que la promo qu'il va faire correspond malgré tout un peu au public qu'il a. Parce qu'il faut pas non plus, je sais pas, sur un truc ultra... je prends deux extrêmes, hein, admettons. Attention, hein, ça ne veut pas dire... ça reflète pas forcément ce que mes pensées, hein, mais admettons, on prend quelqu'un qui est très... admettons, Usul. Très... plutôt de gauche, etc. Admettons, un mec qui est vachement dans le style un peu Raptor, vous voyez, qui fait... Bah voilà, c'est ce genre de truc incompatible, vous voyez. On peut pas, en fait... c'est pas le genre de truc où l'un par exemple demandera à l'autre tiens je te paye tant et puis tu fais la promo, il y va franco et puis il le fait, le public va pas forcément apprécier parce que les gens qui suivent en fait l'un vont être plutôt on va dire dans un mindset qui ne correspond pas du tout à celui de l'autre, donc là ça va pas le faire quoi. Alors voilà, c'est deux extrêmes qui sont totalement opposés et voilà pourquoi je dis que dans ce cas là ça pourrait pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut que la personne qui fasse la sponsor regarde un minimum le contenu du youtubeur en question pour voir si c'est en accord avec sa communauté. Ça paraît logique. Pour bien faire les choses. Le deuxième, c'est est-ce que en termes de conditions d'utilisation des plateformes, on est OK? Je pense pas que ça y ait un problème, parce que, bon, c'est l'opération sponsor, à partir du moment que c'est bien mis, que c'est carré, qu'il y a un contrat, etc., que c'est déclaré et tout ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faudrait peut-être effectivement creuser un peu le truc pour voir si c'est faisable. Et justement, si c'est OK, le risque qu'on peut avoir après, c'est que certaines personnes un peu moins scrupuleuses, parce qu'il y a des youtubeurs, même des connus, hein, qui sont pas forcément très scrupuleux, qui fassent passer ce genre d'OP sponsor pour juste de la promo de copains, en mode genre, ouais, regardez, il y a un copain, machin à moi, il se lance sur YouTube, allez faire un tour sur sa chaîne, etc. Et qui déguise, en fait, en gros, qui déguise une opération sponsor en
en gros une pub pour un ami, et que du coup on le déclare pas en tant qu'opération commerciale, et qu'en gros ça passe au black, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des youtubeurs qui se font du fric sur le cul de leur communauté, il y en a déjà eu. Hein. Et donc là, on est sur le risque de voir des choses comme ça qui pourraient apparaître. Bon, moi j'aurais tendance à rétorquer à cet argument-là que de toute façon, des arnaqueurs, il y en a déjà sur YouTube aujourd'hui, et que de toute façon, il y en aura toujours, et que c'est aussi au public de faire attention à ce que, en quoi ils croient quand ils regardent les vidéos de leur youtubeur favori. Donc voilà. Et je pense que là, c'est plus le public qu'il faut qu'il soit sensible, qui fait un peu plus sensibiliser le public que le youtubeur en question, quoi. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment, pour moi, c'est un autre problème. Mais bref. La troisième chose négative qu'on pourrait en retirer, et qui selon moi pourrait être l'argument le plus valide en fait de tous, c'est de se dire, à cause de ce genre d'OP, on pourrait créer un genre d'élitisme de la création de contenu de ceux qui ont du fric. C'est-à-dire que si en gros tu as les moyens de payer ton OP sponsor parce que tu as du fric et donc tu peux te lancer, et bah tu auras plus de chances de percer parce que tu pourras agresser la patte de personnes plus influentes qui te feront ta pub, alors que le pauvre connard qui, lui, est étudiant par exemple, ou lycéen, qui veut se lancer, etc., n'aura pas les thunes pour pouvoir faire sa pub, et bah du coup aura moins de chances, il se fera un peu plus étouffer encore que ça l'est aujourd'hui, parce qu'il y aura ceux qui ont du fric pour pouvoir effectivement réussir à se mettre en avant. Et là, effectivement, on arrive sur le point touchy en fait. Mais c'est déjà en fait un problème de société après, là je pense. Hein. C'est pas un problème qui est lié aux médias en tant que tel, quoi. J'ai envie de dire, si on considère que YouTube ou Twitch c'est un média sur lequel tu bosses en tant qu'entrepreneur, pour moi c'est pas déconnant en fait de devoir payer, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de créer leur entreprise avec rien. Donc au début j'ai dit oui, c'est pas possible, t'as besoin d'investir un minimum de capital, etc. Bon, c'est pas toujours vrai, il y en a qui arrivent à le faire avec quasiment rien, quoi. Mais effectivement, investir du capital, ça aide, quoi. Et aujourd'hui, c'est quasiment indispensable quand tu veux créer un business. Et pour moi, en fait, créer une chaîne YouTube ou créer une chaîne Twitch, quand tu veux t'y établir de manière pérenne, pour moi, ça revient à créer un business. Donc pour moi, effectivement, pouvoir mettre de la thune, ce serait un côté option de facilité et ça permettrait effectivement à ceux qui ont un peu plus de thunes de réussir à se sortir. Mais pour moi, en fait, c'est juste que c'est comme ça que la société fonctionne, en fait. Et si, en fait, on n'est pas content que l'argent soit le truc qui règne sur, enfin, qui nous permette de régner sur le monde, en fait, hein, qui dirige un peu tout, c'est malheureusement la société globale qu'il faut changer, quoi. Hein. Et là, après, on est sur un autre débat totalement, quoi. Et après, je suis pas forcément contre l'idée. Hein. Moi, franchement, le capitalisme, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, quoi. J'ai eu ma période où j'étais vraiment à fond dans l'idée de se dire c'est au mérite qu'on récolte ce qu'on gagne, etc. C'est un débat plus compliqué, hein, et là après je m'éloignerai un peu du sujet et je pense que bon, il faudrait qu'on en parle dans une autre vidéo. Mais pour moi aujourd'hui, le fric c'est malheureusement une constante qui est très importante dans toutes les affaires du monde. Et globalement, on n'a pas le choix que d'accepter ça aujourd'hui. Après, je sais, il y en a qui veulent lutter contre finalement tout ce qui est capitalisme, etc. Et du coup, là, au final, accepter qu'on fasse des sponsors pour sponsoriser notre chaîne, etc., ça va dans le sens du capitalisme en quelque sorte. Mais je suis désolé, hein, s'il y a des gens qui peuvent, qui ont du talent et qui peuvent en fait s'en sortir grâce à ça, c'est voilà quoi. Et encore une fois, ça va dépendre du youtubeur qui va faire la sponsor. Faut évidemment regarder le contenu. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu fais forcément les trucs bien, tu vois. Et c'est pour ça que le youtubeur qui acceptera la sponsor doit regarder le contenu en avant, en fait. Donc ça, ok, c'était un peu pour les points donc, négatifs. Donc alors, maintenant, pour la conclusion. Bon, du coup, la conclusion, c'est plus mon avis personnel sur la chose. Je pense que bon, si vous avez suivi, vous avez à peu près compris quelle était ma position, hein, puisque j'ai à chaque fois, pour les arguments négatifs, j'ai essayé d'apporter des contre-arguments personnels. Donc oui, moi je suis plutôt pour ce genre d'opération.
Et évidemment, si j'en ai parlé aujourd'hui et que je dis que je suis pour, c'est bien parce que j'ai bien envie de tenter le coup. Alors je ne claquerai pas des milliers des cents, hein. Je j'ai pas non plus les moyens de lâcher un gros billet, mais voilà, quelques euros, quelques centaines, on peut voir. Euh, je trouve pas ça plus déconnant. Je veux dire, il y en a qui, pour essayer de s'en sortir et justement se donner un coup de boost et essayer de sortir un peu de la masse, sont presque prêts à claquer quelques dizaines, voire centaines d'euros dans des faux abonnés, des fausses vues et tout sur des sites d'achat d'abonnés, etc. Qui au final ne sont pas forcément très utiles et qui sont bah, contre les règles hein, des plateformes. Bah, je me dis autant ne pas en fait faire appel à ce service-là et l'argent que tu étais prêt à mettre là-dedans, bah, l'utiliser pour essayer de voir avec un youtubeur qui est un peu plus gros s'il fait pas de sponsor pour pouvoir te mettre en avant quoi. Je pense que c'est plus sain entre guillemets quoi. Et ça crée de la diversité sur le paysage. Donc bon. Donc pour moi la conclusion c'est que c'est plutôt une bonne chose et qu'on peut essayer de voir ce que ça donne. Voilà, et j'ai envoyé des emails pour essayer de voir hein, auprès de youtubeurs un peu plus connus. Je donne pas les noms parce que j'ai pas encore de réponse pour l'instant. Après, si je devais expliquer quelles sont mes motivations personnelles de pourquoi j'ai vraiment envie, je suis presque même prêt à payer une sponsor pour être mis en avant, voilà, c'est que, comme je l'ai dit, moi j'aimerais vraiment pouvoir faire grossir mon média euh, pour être, pour avoir la possibilité d'en gagner un peu d'argent et clairement en fait en faire une activité. Peut-être pas à 100% au début parce que ça va être complexe. Il y a plein d'autres choses qui sont compliquées dans ma vie aussi, hein, qui font que je peux pas non plus tout lâcher d'un coup. Hein, et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, en gros, j'ai vraiment envie de pouvoir en fait en créer une activité qui soit pérenne. Mais c'est pas juste parce que j'ai envie de vivre de ma passion ou que j'ai envie d'être populaire ou de gagner de la thune. Et c'est pas juste pour ça. Hein. C'est parce que aujourd'hui, moi, je suis ingénieur en informatique. Je peux pas dire dans quelle entreprise je travaille. Je crois qu'en plus, j'ai déjà abordé le sujet dans d'autres lives. Mais concrètement, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, moi, je travaille dans une ESN. Hein. C'est une entreprise de services du numérique. C'est une grosse société. Hein. Quand tu es ingénieur et que tu as un peu d'expérience, etc., donc moi j'ai 8 ans d'expérience professionnelle, j'en ai plus 5. Concrètement, si aujourd'hui je travaillais dans une start-up avec un peu le bon coup, etc., mon salaire serait multiplié par deux. Les ESN sont les boîtes qui payent leurs ingénieurs le plus bas en fait de toute la moyenne. C'est-à-dire que tu prends le salaire d'un ingénieur en informatique en moyenne dans toute la France, et bah tu te mets en dessous de la moyenne de la fourchette basse, t'as le salaire d'une ESN quoi. Et je gagne pas mal ma vie, hein, mais mon salaire serait quand même 2 fois plus élevé dans une startup ou une boîte qui est un peu plus petite et qui en fait, bah, du coup, négocie pas les mêmes, n'a pas les mêmes négociations en fait dans leur vente de produits quoi. Et du coup, la contrepartie de travailler dans une ESN, c'est que comme il y a beaucoup de personnes, tu t'es qu'un putain de numéro sur une étiquette en fait. Ton individualité, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'individualité. T'es un connard qui chie tes lignes de code et puis point barre quoi. Et au début, quand je suis arrivé en entreprise, j'étais plutôt motivé. Je me disais, ouais, j'arrive dans un grand groupe et tout, c'est cool. Ils ont fait beaucoup de choses hein, pour pouvoir mettre en place mon poste et tout ça, vu que je suis quand même en situation de handicap et que c'est pas évident. Mais concrètement, j'étais assez content, assez motivé. Et en fait, plus les années passent et plus en fait tu déchantes quoi. Et je crois que c'est un peu le problème de pas mal de personnes qui travaillent dans ce genre de structure. T'arrives, tu commences un peu genre naïf, et au bout de quelques années, tu te rends compte que c'est de la merde. Et concrètement, ouais, non, moi je me mets même au point de pas, des fois d'avoir le moral, mais vraiment mes bas, hein, parce que j'ai pas envie d'aller bosser, parce que j'ai l'impression d'être une merde. En termes, je veux dire, de proximité, d'équipe, etc., de manager de proxy, on est super bien entouré. Enfin, il y a des. Je sais qu'il y a des managers cons, mais moi, je suis toujours très bien tombé. Et dans des équipes, j'ai toujours été dans des équipes incroyables.
Et donc du coup, ça, j'ai pas à me plaindre en fait de l'ambiance de travail avec mes collègues proches et avec mon management proche. Mais je sais que sur le groupe général, on est de la merde. On est que de la ressource qui est faite pour faire gagner plein de thunes à l'entreprise. La boîte dans laquelle je bosse est cotée en bourse, hein. On a fait des résultats excellents au CAC 40 pendant le confinement. On n'a pas eu d'augmentation, on n'a pas eu d'intéressement ni rien. Donc voilà, quand je vous dis le capitalisme, voilà quoi, c'est ce genre de truc en fait qui me bouffe les couilles aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, mon boulot aujourd'hui me casse les couilles. Je sais qu'il y en a plein qui se disent ouais, mais bon, t'as un boulot, machin, etc. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Attention, je suis d'accord. Il y a plein de gens, la vie en fait de travailleur et qui est casse-couille, hein, faut pas se le cacher, c'est l'autre plein de gens. Et je suis d'accord. Et je vois pas pourquoi moi je devrais être privilégié et me dire ok, j'en ai marre, j'ai envie de pouvoir faire un truc qui me plaît et j'ai le droit d'être différent, etc. Ce qu'il y a, c'est que moi je suis en situation de handicap, d'accord. Et attention, je veux pas dire que ça m'ouvre le droit à plus de choses, etc. C'est un débat encore une fois, hein, mais moi j'aime pas utiliser mon handicap comme moyen de faire pression pour négocier des avantages, de manière générale. Mais ce qui me fait chier, c'est que mon handicap, c'est quelque chose qui me pèse au quotidien et qui me fait avoir des difficultés dans ma vie. Je vais pas faire un épilogue là-dessus, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais j'en chie ma race. Malgré tout, j'ai tout fait pour avoir un bon niveau d'études et essayer d'avoir une position sociale et professionnelle convenable, respectable et être le bon petit citoyen. En fait, hein, vous voyez, exactement. C'est jamais redoublé une seule fois, j'ai passé mon brevet, mon bac, j'ai fait des études, j'ai travaillé un peu, ça m'a saoulé, j'ai trouvé un autre taf, j'ai fait une alternance, j'ai passé mon master, je suis salarié, etc. Je fais ma petite carrière peinard et tout dans mon coin, j'ai ma bagnole, je paye mes impôts, je paye mon essence, ma TVA quand j'achète des trucs. Je suis le citoyen normal, d'accord. Alors que j'ai des tonnes de difficultés. Et aujourd'hui, le remerciement de la société pour faire ces efforts, je veux dire, je sais, c'est le lot de tout le monde de devoir faire ces efforts, entre guillemets, d'intégration sociale et professionnelle, parce que c'est comme ça que fonctionne la société. Que ça nous plaise ou non, je sais, bon, ça aussi c'est un autre débat, mais voilà. Mais je veux dire, j'ai des putains de difficultés dans ma vie pour faire ça. Je suis en putain de fauteuil roulant, je ne peux pas sortir de mon fauteuil tout seul. J'ai besoin d'aide, de tierces personnes. C'est une logistique de merde d'organiser ma vie tout le temps. Et faire tout ça pour pouvoir être le petit citoyen modèle, c'est ultra chiant. C'est ultra difficile. C'est bien plus chiant pour moi que pour quelqu'un de valide. Attention, je sais que c'est compliqué pour plein de gens, que chacun a ses problèmes, etc. Et je ne veux pas dire que mes problèmes sont plus importants que les problèmes d'un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que mon handicap, physiquement, c'est difficile à gérer, que j'ai fait avec toute ma vie, et que j'essaye de m'intégrer au maximum pour être quelqu'un de normal, de respectable, de classique, etc. Bonjour Fronta, t'es chez lui ou à l'hôpital? What the fuck? Je suis chez moi. Bonjour en tout cas, mais je sais pas qui tu es, mais bienvenue sur le live. Je suis chez moi, je suis pas à l'hôpital. T'as un perroquet là-haut? Ah, c'est mon abat-jour qui est comme ça. C'est une cage, enfin c'est un... Ça fait un peu ambiance, un peu asiate. C'est l'abat-jour de ma lumière. La belle nuit. Très bon jeu de mots. Y a pas d'abat nuit. Ah, c'est l'ambiance qui est asiatique. Alors, au moins c'est bien, ça fait Ah ouais.
Bah, il paraît que les Asiates en ont une moins grosse, alors si tu dis CMB, merci pour le follow. C'est bien, j'étais en train de parler d'un truc super chiant et du coup tu détends un peu l'atmosphère, c'est cool. Merci d'être passé. Bien sûr qu'on rigole. J'aime beaucoup rigoler. J'ai pas l'air comme ça quand on voit ma gueule, mais pas de soucis, pas de soucis. Du coup, ouais, où j'en étais. Alors, donc bref, je disais que euh, ça m'a sorti de mon truc, c'est pas grave, cool. Ouais, je disais que le handicap fait que bon, c'est compliqué, etc., et que je fais tout pour m'intégrer, etc. Et que en contrepartie, en fait, la société ne me fait rien, en fait. J'ai peanuts, j'ai que dalle. Quand on est handicapé, on a droit à ce qui s'appelle l'allocation adulte handicapé, qui permet, donc c'est à peu près, c'est un peu plus qu'un RSA, hein, l'AH. C'est une allocation, donc c'est pas imposable. Quand tu travailles, tu as un palier qui fait qu'à un moment, tu t'en gagnes plus en fait. Donc c'est dégressif en fonction de combien tu gagnes. Et arrivé à un moment, tu en gagnes zéro. Alors, bon, moi j'ai un salaire d'ingénieur, etc. Pas un gros salaire d'ingénieur, mais un petit salaire d'ingénieur. Je comprends que ça, j'en ai plus en fait, parce que j'ai un salaire et il y a des gens qui n'ont pas de salaire et c'est normal qu'ils aient des aides et que voilà, je comprends, je pas voilà, mais je veux dire, j'ai zéro compensation ailleurs en fait. Je veux dire, moi j'en chie pour pouvoir réussir à être autonome aujourd'hui. C'est compliqué parce que des solutions d'habitat pour pouvoir avoir des aides et tout ça à domicile, c'est super difficile à mettre en place. Et l'État en fait s'en bat les reins. Je fais des efforts pour pouvoir vivre normalement, payer des impôts et payer ma putain de TVA sur mes produits, et l'État s'en bat les couilles de ma gueule, ok. Donc, il y a un moment où, tu vois, je veux dire, je fais des efforts pour la société s'en bat les couilles de ma gueule, je fais des efforts pour être travailleur et avoir un boulot, et en tant que salarié handicapé, on me traite au même tarif que n'importe quel autre salarié. Oui, on a une mission handicap qui met des choses en place pour avoir une aide et avoir, par exemple, un poste adapté, des choses comme ça, des financements pour t'aider, etc. Oui, ok. Donc ça, on a un traitement, entre guillemets, différent pour pouvoir, effectivement, travailler dans de bonnes conditions. Mais en même temps, heureusement, sans déconner, ça va pas être à moi de payer mon adaptation de poste pour pouvoir aller travailler, quoi. Donc non, ça c'est quelque part un peu logique. Mais bon, ok, il y a ça qui est mis en place. Mais après, une fois que je bosse, il n'y a pas une médaille qu'on me donne à la fin du mois pour me dire bravo, t'as la médaille du travailleur handicapé. Non, 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 non. On s'en bat les couilles. Quand l'entreprise vend les produits, elle s'en bat les couilles. Et l'entreprise, par contre, elle, dans ses comptes, elle est bien contente quand elle dit ah, gna gna gna, entreprise du numérique et de l'informatique, on a tant de pourcentage de travailleuses féminines, tant de pourcentage de travailleurs en situation de handicapé. Putain, c'est super. En fait, notre différence aujourd'hui, quand tu travailles quelque part, c'est une putain de vitrine. Tu es une putain de vitrine. Je suis une putain de vitrine pour ma boîte. C'est cool. Ma boîte, elle peut faire valoir auprès de ses clients, de ses investisseurs, de ses annonceurs, qu'elle embauche tant de pourcentage de personnes en situation de handicap, tant de pourcentage de personnes, enfin, de femmes, parce que voilà, parité homme-femme et tout ça, surtout dans l'informatique. D'ailleurs, ils peuvent, c'est leur stat, hein, mais ils sont d'ailleurs en dessous quand même de la moyenne nationale. Bref. Mais par contre, toi, après, en tant que salarié qui a une différence, ta différence, elle est valorisée par l'entreprise dans sa communication à l'extérieur. Par contre, toi, en tant que travailleur, va te faire enculer, quoi. Tu sais, ils s'en battent les couilles. Hein, tu gagnes que dalle. Donc, du coup, en fait, ça me casse les couilles. Parce qu'au final, ça fait partie de mon individualité. Je dois me faire chier avec ça tous les jours. Et je fais tout pour pouvoir vivre correctement malgré mon handicap, de m'intégrer, etc. Et au final, ce seul critère d'individualité que j'ai, qui pourrait faire
qu'il y a quelque chose d'original derrière, c'est gommé. C'est gommé de chez gommé. Parce que l'entreprise, en fait, moi, en tant que salarié en situation de handicap, bah, pour les clients, ça change rien. Pour la création de programmes et tout, ça change que dalle non plus. Enfin, voilà, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la vie que je mène, mon individualité, elle vaut zéro. Elle vaut que dalle. Donc voilà, donc c'est bien. J'ai des difficultés à cause de mon handicap. Je fais tout pour pouvoir m'intégrer et faire plein de choses. Et derrière, on me dit félicitations, continue comme ça. C'est un remerciement. Donc j'ai envie de dire, je sais, c'est cynique, mais c'est quand même con. Et du coup, de notre part, c'est que le problème. Merde, j'ai perdu le fil. Voilà, bref, si je faisais des vidéos aujourd'hui, je fais des vidéos aujourd'hui, je veux dire. Ma chaîne YouTube m'écoute, machin, je fais des vidéos, machin, je fais du Twitch. Ok. Dans ces vidéos, dans mes lives, ma personnalité ressort. Mon individualité est présente, mon individualité, elle est là. Personnalité que j'ai construite par rapport aux expériences que j'ai traversées. Forcément, mon handicap a joué une grosse part dans cette construction de ma psychologie, de mon mental, etc. Donc forcément, là, mon individualité, elle peut servir à quelque chose. Faire déconner les gens, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est passé, on a déconné 5 minutes, on voit que j'ai du second degré. C'est pas parce que j'ai un handicap que je dois tirer la gueule à H24. Donc voilà. Et justement, parce que un connard en fauteuil qui fait des vidéos à la con sur internet, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des handicapés qui essayent de percer sur les réseaux sociaux. Mais ils montent pas haut, hein. On n'en voit pas beaucoup dans les plus populaires. Parce que le problème, c'est que c'est pas assez vendeur, en fait. Faut faire chialer pour que ce soit vendeur. Donc du coup, tu vois, bon, de temps en temps, on en voit, hein. Mais je veux dire, putain, quand moi je produis mes vidéos, je travaille le sujet en amont, je me casse les couilles, j'ai payé mon logiciel de montage, je me tape les montages, je me tape 15 heures de montage pour faire une vidéo, et je fais un truc, enfin, j'essaie de faire des trucs un peu chialés. Les layouts de mon stream et tout ça, les graphismes et tout, les éléments graphiques qu'il y a sur mon stream, je les ai fait tout seul. Je me fais chier à les faire. Je veux dire, j'essaye de montrer que j'ai des capacités, quoi. Et j'essaie de faire des trucs originaux. Et là, je pense que mon individualité, là, elle peut ressortir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ah, il a un handicap, mais putain, il fait ça, quoi. Il a de l'humour, il va de l'avant. Il a réussi à faire tel truc et tel truc. Ma bagnole, ma putain de bagnole. J'ai fait une vidéo pour en parler de ma voiture. C'était un peu cher, hein. Mais pas de siège et tout, hein. Voiture décaissée, j'arrive avec mon fauteuil à l'intérieur. Je conduis avec un joystick. On se croirait dans un cockpit d'un avion. Truc improbable. Il y en a très peu des voitures comme ça en France. Mais c'est possible. Il y a plein de gens en situation de handicap qui se disent je pourrais jamais rien faire de ma vie. Parce que, bah, ils n'ont pas découvert le monde qu'il y a autour. Et parce qu'ils savent pas tout ce qui existe. Et qu'ils savent pas que, en étant un peu soutenu avec un peu de motivation, tu peux réussir à faire plein de trucs. Et moi, en fait, je me dis que si je pouvais aujourd'hui m'établir en tant que vidéaste, que ce soit sur YouTube ou Twitch, je pourrais en fait faire partie de ces vitrines de personnes qui se disent tu peux le faire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai plus à apporter aux gens en faisant des vidéos à la con sur internet, parce que je vais faire rigoler les gens, parce que je peux donner des conseils, parce que je peux parler de mon ressenti, de mon vécu, de mes expériences, etc. Et que au final, voilà, si jamais je déconne parce que je fais des blagues sur mon handicap, je fais des blagues sur n'importe quoi, et que je fais rire quelqu'un, je sais que, tu vois, il y aura une personne qui aura rigolé et qui se sera dit, voilà, elle aura rigolé, tu vois, ça lui aura servi quelque chose. Les lignes de code que je chie au boulot, on met n'importe quel pélo à ma place qui a fait des études d'ingénieur, il peut les écrire, les lignes de code. N'importe qui peut me remplacer. Alors que sur internet, raconter, faire nimp, et avec mon style, avec mon background, mon expérience, mon humour, et bah, il n'y a que moi qui peux le faire, ça.
Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de pouvoir en fait donner la chance aux personnes, quand on a les moyens, de se faire reconnaître sur Internet pour la diversité et aussi pour leur bien-être, quoi. Et je pense que concrètement, là c'est ma touche personnelle, mais laisser aux personnes en situation de handicap d'avoir de la visibilité pour pouvoir percer sur ces médias, c'est aussi une bonne chose parce que malheureusement aujourd'hui, c'était fait que les personnes en situation de handicap ont plus de mal à faire d'études, de mal à s'intégrer. Voilà, je veux dire, moi j'ai de la chance parmi tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup critiqué sur tous les sur voilà mon boulot et tout ça, mais je fais partie quand même des rares personnes qui ont un handicap tel que le mien à réussir à faire tout ce que j'ai fait. Et je suis pas le seul, il y en a plein d'autres. Mais la grande majorité n'ont pas la possibilité de faire toutes les études que j'ai fait et justement de s'intégrer comme moi je l'ai fait. Et justement, je pense que le streaming et la création de contenu sur Internet, le jeu vidéo, etc., c'est des choses qui sont plus accessibles aux personnes en situation de handicap et leur laisser une chance de pouvoir en fait réussir à faire quelque chose de leur vie grâce aux vidéos sur Internet, c'est leur donner une chance de réussir à accomplir quelque chose dans leur vie. Plus facilement. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. C'était dense, 50 minutes de débat, enfin de débat, de monologue au final, mais c'était très dense. Mais il y avait beaucoup de choses à aborder. Je vais remettre ça en uncut sur YouTube. Pour les gens de YouTube, le follow, le commentaire, le like, le partage, tout le bordel. Partage aussi à tous tes amis parce que pour toujours plus de stonks. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.